Une nouvelle ruée vers l'or en Afrique subsaharienne, une fièvre qui attire tous les migrants. Le nombre de mines d'or artisanales illégales explose et le Mali s'impose comme le principal centre d'achat d'or des pays sahéliens. Un boom aurifère qui échappe au contrôle des États et qui suscite la convoitise croissante des groupes armés. On a des Soudanais, on a des Érythréens, vous avez, je sais pas, des Nigériens, des Burkinabés. Toutes les nationalités viennent. Parce que pour nous, en islam, on dit que tout ce qui est dans le sous-sol appartient à tout le monde. Ces pépites qui arrivent dans les comptoirs de Bamako viennent de toute l'Afrique subsaharienne. Elles sont mélangées, puis fondues dans des raffineries qui fonctionnent discrètement sous les toits du grand marché. L'origine de l'or est alors impossible à retracer. La plupart de ces lingots seront envoyés aux Émirats arabes unis. Dubaï importe de l'or avec une simple facture, une facture commerciale, et il entre à Dubaï, déclare, il paye $9 américains flat fee à la douane, et il est à Dubaï. C'est où le vrai scandale, ici ou là-bas? Les raffineries des Émirats arabes unis blanchissent leur sale des zones de conflit. Des mines illégales du Sahel au gratte-ciel de Dubaï, notre enquête permet de mieux comprendre comment le secteur aurifère mondial change de visage. Notre enquête commence en Afrique du Sud, où la chasse aux exploitants illégaux d'or est quotidienne. Les unités d'élite spécialisées opèrent des descentes régulières dans les mines artisanales illégales. Yeah, they are struggling. So there's no work. That's why they're doing this. C'est un travail illégal mais très prisé. L'or est le meilleur moyen de financer des activités criminelles. Son prix augmente régulièrement, il se transporte et se revend n'importe où. Et les pépites d'un pays se mélangent facilement avec celles des pays voisins. Pour les Sud-Africains, il n'y a pas de petit trafic. We have what we call zamazama. So zamazama is an illegal miner. It's a Zulu word basically meaning to try your luck or to make something out of nothing. Now, even approaching this, we are not naive. We do understand that whether it be zamazamas or whether it be the more higher level criminal enterprises that are involved in the illegal gold trade, it has to be seen in the context of global terrorism, because naturally in different parts of the world, both terror organizations as well as transnational groups are utilizing this as a way of funding whatever criminal ventures they have in mind. Le général Kadoua est le patron des faucons spécialistes du crime organisé. L'Afrique du Sud est devenue l'une des plaques tournantes du trafic d'or du continent. Les services du général interceptent régulièrement d'importantes cargaisons. Pour mieux comprendre comment le trafic d'or échappe au circuit traditionnel, nous avons suivi un petit fait divers. Le 31 décembre 2020, un avion atterrit à Johannesburg, mais en fouillant les bagages des passagers qui devaient se rendre à Dubaï, la douane découvre 73 kilos d'or. Les passagers montent des factures d'une société baptisée Sky Gold, immatriculée au Mali. L'équivalent de 3 millions d'euros de marchandises n'ont pas été déclarés. Les passeurs sont arrêtés. Pour la justice sud-africaine, cette affaire est un véritable casse-tête. Les suspects sont de nationalité malgache. Ils ont vendu l'or à Dubaï, mais ils affirment l'avoir acheté au Mali et ils utilisent l'Afrique du Sud comme plaque tournante. De quel pays provient le butin? Définir l'origine des lingots est une mission presque impossible. Nous avons aussi essayé de comprendre. Direction Bamako. Dans la capitale malienne, nous nous sommes dirigés vers le grand marché, où la société Sky Gold avait domicilié sa facture.
Mais personne ici ne connaissait cette société. Son téléphone a été coupé. Désolé, la ligne de votre correspondant est interrompue. Cette compagnie pourtant existe. Nous avons retrouvé son certificat d'immatriculation. Elle a vu le jour en 2014 avec un capital d'1 million de francs CFA. Modeste pour acheter pour plus de 2 milliards de francs CFA d'or. Skygold a pour adresse l'immeuble Amari Daou. Nous y sommes, il paraît désaffecté. Mais tous les immeubles de ce type au grand marché abritent de très nombreux petits commerces. Il faut se faufiler jusqu'à l'étage pour trouver les comptoirs d'achat et de vente de l'or. Nous avons pu négocier un accès à l'un d'entre eux. Tout le monde est fouillé à l'entrée. Et Draman, qui travaille ici depuis plus de 10 ans, va nous faire le tour du propriétaire. Voilà, quand un client vient ici, voilà, c'est ici maintenant la réception. On prend ça maintenant sur le On réceptionne des petites pépites d'or qui viennent de toute la sous-région. Ce comptoir achète en fonction du poids et de la qualité de l'or, des carats. Le prix varie autour de 50 € le gramme, une petite fortune dans un pays où le salaire moyen dépasse rarement les 100 € par mois. Tous les jours, c'est comme ça, même le dimanche. Il y a une centaine de personnes qui viennent ici, mais elles viennent un peu partout au Mali. Au Mali, quoi. Et puis à l'extérieur aussi, comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, et puis la Guinée aussi. Voilà. On nous assure que c'est l'or du Mali qui est le plus prisé car il est généralement de meilleure qualité que celui des pays voisins. Il y a 101 grammes, et puis il y a 617 aussi. Maintenant, il y a 200 et quelques comme ça. Mais après l'achat, maintenant, on les rassemble et on fait comme ça. Mais ça, c'est en préparation maintenant pour la France. Ces fonderies installées sous les toits du grand marché de Bamako ne pourraient pas fonctionner sans l'aval de la junte militaire au pouvoir au Mali. Les autorités de Bamako ne peuvent pas contrôler toutes les mines de leur pays, mais elles ont gardé le monopole d'achat et d'exportation de l'or qui passe par ces comptoirs. Et elles ferment les yeux sur la provenance du métal précieux. Une fois mélangées, les pépites sont fondues sur des réchauds de fortune et personne jamais ne pourra déterminer avec précision l'origine de l'or qui sera exporté dans le reste du monde. Ces fonderies traitent essentiellement de l'or artisanal qui représenterait aujourd'hui plus de la moitié des exportations du Mali. En dépit de la crise politico-militaire, le commerce de l'or connaît un essor remarquable. Le cours de l'or atteint des records historiques ces 2 dernières années. La pandémie de coronavirus avait un peu ralenti la circulation des hommes et des marchandises, mais les affaires ont repris. Bon, à Bamako, souvent ça vient. À Bamako, souvent ça vient. Ça vient parce que les gens en profitent de la situation souvent pour extraire de l'or pour venir. Le fondeur assure produire quotidiennement entre 80 et 100 kilos de lingots tous les jours, ce qui représente plus de 5 millions d'euros par jour. Après la fonte, maintenant, on amène ici. Voilà, c'est lui qui doit vérifier aussi. Voilà. Dans ce comptoir, on affirme envoyer à l'étranger des cargaisons tous les jours de l'aéroport de Bamako. Et cet or va où, Draman? L'or va où? Bon, à Dubaï. On a ça à Dubaï. Il y a quelques années, l'or africain allait vers la Suisse ou vers l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, il prend le chemin de Dubaï. Les chiffres sont difficiles à vérifier car les statistiques d'exportation des pays africains à destination de Dubaï n'ont rien à voir avec les statistiques d'importation des Émirats arabes unis en provenance du continent. Au Mali, par exemple, on déclarait exporter en 2019 500 kg par an sur Dubaï, mais les Émirats arabes unis affirment importer la même année plus de 80 tonnes en provenance de Bamako. L'hémorragie est telle que l'or de Skygold pourrait bien provenir du Mali. Plus de 350 sites miniers légaux sont recensés au Mali. Mais à la faveur de la guerre, la production artisanale illégale
a explosé. Nous avons obtenu ces images inédites de la mine d'Intaaka, à une 50aine de kilomètres au sud-ouest de Gao. C'est le plus grand site d'orpaillage dans le nord du Mali. Sur des dizaines de kilomètres, les pioches et les tamis soulèvent d'épais nuages de poussière. Battus par les vents, les conditions de travail dans ces mines sont déplorables. Comme dans les autres sites du Sahel, on trouve ici de nombreuses nationalités. Des Soudanais, des Nigériens, des Libériens, des Ghanéens, des Burkinabés, mais aussi des Libyens ou des Syriens. La population de cette zone est impossible à estimer, mais elle dépasserait celle de la ville de Gao, qui abrite déjà plus de 120 000 habitants. Cette zone échappe au gouvernement malien. Elle est contrôlée par les mouvements de l'Azawad, les groupes armés Touaregs qui réclament l'indépendance d'une partie du nord du pays depuis 2012. Mais des groupes djihadistes sévissent également régulièrement dans cette zone. Les mineurs qui ont accepté de répondre à nos questions expliquent que la population, qui était avant régulièrement attaquée ou pillée, se sent aujourd'hui suffisamment protégée pour travailler. كراب قاسواتي وارغنتيني واد الدينة الحمد لله هي أمارة شمال التوساسي سبيتان جرواني مع الناس نقي من الزدغة جروان الخير مع الناس أمارة أجروا الناس النورة وله دوادر تبدها الصحة نسا الصحة الدينة هكا وادم كلها وايد ورتي لو ادم قيمة وريج الروديسة صناعتك Les acheteurs viennent de partout, des pays des Émirats arabes unis, mais aussi, plus récemment, de la Turquie ou de la Russie. Nous sommes allés à la rencontre des mouvements armés qui contrôlent la mine d'or d'Intaaka, comme celle de Kidal, au nord du pays. Le chef de la délégation revenait d'une grande tournée de plus de 3000 km dans le pays. Il nous a expliqué que les populations du nord qui se sentent abandonnées par les États du Sahel se sont lancés dans l'exploitation artisanale de l'or à la faveur des conflits régionaux. Et les États, les Fonds monétaires internationaux, la Banque mondiale, je sais pas, l'OADA, la CEDEAO, l'IMOA, pour les populations, ça ne parle pas. Ils ont vécu les règles du jeu, des États reconnus, des impôts, des budgets nationaux chaque année votés, des lois de finances votées, mais ils n'ont pas vu l'impact des dividendes. Quand vous posez la question à un orpailleur local, il se débrouille à dévier tous les dangers possibles. Et qu'à la fin, il parvient à sortir un demi-kilo d'or et que vous avez un Ukrainien, ou je ne sais pas, c'est un exemple que je donne, ou bien un Sahélien ou un Américain qui vient, qui devient djihadiste ou juif, ou de Hezbollah, ou de Fatah, ou de, je sais pas, de ce que vous voulez, du Kremlin, s'il apporte de la liquidité pour le payer en CFA, il y vend. C'est comme ça qu'il voit les choses. Hein. Cherchez pas loin. Assurer la sécurité de ces zones est loin d'être évident. Les groupes djihadistes se battent parfois entre eux pour contrôler ces ressources minières. Pour gérer la protection des mineurs, les responsables des mouvements de l'Azawad nous confient qu'ils envisagent de généraliser une taxe d'environ 5% sur tous les gains. Mais le représentant Touareg ignore combien les groupes djihadistes prélèvent. Ce qui est possible, c'est que les groupes djihadistes, dans les zones qu'ils contrôlent, ou chez les populations sur lesquelles ils ont des influences, font payer des taxes. Et c'est souvent annuel. C'est une pratique musulmane, où quand vous avez, à la fin de l'année, un certain nombre de biens, il y a un calcul qui est fait sur la base de vos biens, vous payez un pourcentage. Et les djihadistes ou autres ne sont pas aussi des gens naïfs. Ce sont des gens qui sont intelligents, comme nous tous. Peut-être que chacun de nous peut avoir un jugement sur pourquoi ils font tout ça, mais ils analysent aussi les contextes politiques.
les besoins économiques des populations. Et ils s'adaptent. Même dans leur façon d'être contraignants ou d'imposer des règles, ils sont de temps en temps mesurés parce que derrière tout ça, il y a une économie. Derrière tout ça, il y a des dividendes. Pas pour tous forcément, mais c'est des logiques de plus en plus développées. Au Mali, mais aussi au Niger ou au Burkina Faso, des groupes armés s'emparent et tirent profit depuis 2016 des sites d'orpaillage dans des zones où l'État est faible ou absent. Selon l'OCDE, plus de 5 milliards d'euros sortiraient tous les ans de ces trois pays sous forme de lingots d'or. Une hémorragie et un manque à gagner important pour les États producteurs. C'est aussi un facteur d'insécurité pour les populations. Il suffit de regarder cette carte du Burkina Faso. En noir, les sites aurifères artisanaux, en rouge, l'installation progressive des groupes djihadistes ces 3 dernières années. La corrélation est évidente. Le commerce de l'or est pratiqué tant pour l'enrichissement des combattants que pour le financement des groupes armés. L'exploitation anarchique des ressources du sous-sol s'est étendue à toute la région car les frontières sont poreuses. Des milliers de pistes permettent de passer d'un pays à l'autre. Beaucoup de trafiquants circulent à moto sans jamais être inquiétés. À Bamako, la situation ne fait pas le bonheur de tous les acteurs du secteur. Dans la raffinerie Kankou Moussa, l'une des 2 raffineries industrielles de la capitale, le patron est un peu inquiet. Cet homme d'affaires italo-suisse qui connaît le pays depuis plus de 20 ans n'a jamais pu réaliser son projet. Il avait investi en 2014 plus de 6 millions d'euros dans cette usine qui permet de fondre des lingots purs. Il espérait récupérer l'essentiel de la production malienne, mais aussi des pays voisins. D'un côté, on est très découragé, je vais dire la vérité. La raffinerie, ni aujourd'hui, on n'arrive pas ni à 10% de notre capacité. Si les fonderies du grand marché fonctionnent à plein régime, cette raffinerie ne reçoit pas suffisamment de matières premières pour ses installations flambant neuves. Cette société qui exporte en Suisse ou aux États-Unis intéresse en fait très peu les orpailleurs locaux, car personne ne veut se plier aux régulations complexes des pays occidentaux. Les affaires sont bien plus faciles à Dubaï. Voilà, ça fait 30 grammes, 0,29. Que les 73 kilos que vous avez trouvés en Afrique du Sud fait rire. Et en Suisse, l'année passée, non, en 2019, ils ont pris 24 tonnes d'or provenant de Dubaï où l'origine n'est pas déclarée. Mais ils rentraient en Suisse pour aller à les différentes raffineries LBMA. 24 tonnes, pas 73 kilos. Moi, j'aime pas trop Dubaï. Mais comme raffinerie, si nous voulons garantir nous un futur comme infrastructure avec un nom sain, je dois éviter Dubaï. Si l'or de Sky Gold avait pour destination Dubaï, c'est par pure commodité. Il est parfaitement légal d'amener des lingots dans ses valises et le transport de l'or dans les bagages à main est devenu l'une des meilleures méthodes pour importer de l'or illégal aux Émirats arabes unis. Surnommée la Cité de l'or, cette mégalopole s'est imposée ces dernières années comme une plaque tournante du commerce international de l'or. Étape incontournable pour les visiteurs, le principal souk de l'or est situé dans le quartier historique de Deira. Ici, tout brille, même le safran en provenance d'Iran est servi dans des récipients dorés. L'or de Sky Gold était destiné à Dubaï, à la société Parpia. Elle est située juste en face de l'immeuble du centre de l'or. Au détour d'une rue de la vieille ville, moins touristique, Parpia Gold est toujours en activité. Plusieurs fois sollicité, ses responsables
ne nous ont jamais répondu. En 2018, les Émirats arabes unis importaient 50 tonnes en provenance d'Afrique. En 2020, le chiffre était de 500 tonnes. En moins de 5 ans, les Émirats ont donc multiplié par 10 leurs importations en provenance du continent africain. Mais les consommateurs qui viennent faire leurs emplettes au souk de l'or se préoccupent peu de la provenance. Les vitrines affichent des lingots suisses et les vendeurs expliquent que l'or est simplement recyclé à Dubaï. The gold is cheaper. That's why a lot of people buy here. We have so many shops because the gold is cheaper. This is we make here. But the gold it comes from we import from the Switzerland, from South Africa, from UK. We import the pure gold and then we manufacture here. Plus de 4000 sociétés travaillent dans le secteur de l'or à Dubaï. La fiscalité est avantageuse car ici on ne paie ni impôt sur les sociétés ni sur le revenu. Pour sortir de la dépendance du pétrole et devenir un hub commercial, les Émirats arabes unis se sont dotés de 45 zones franches. The next station is DMCC. Le DMCC, centre d'affaires pour les matières premières, a été créé en 2002. 68 tours sur 200 hectares. C'est la plus grande zone franche des Émirats arabes unis. Malgré nos efforts, au DMCC comme au gouvernement, aucun officiel n'a accepté de nous recevoir. Nous nous tournons donc vers Marc Hummel, un chercheur suisse qui travaille depuis plusieurs années pour démontrer que l'or sale des zones de conflit est blanchi à Dubaï. Son rapport a été établi sur une 50aine d'États africains. Les contrôles sont extrêmement laxistes à l'aéroport de Dubaï. C'est qu'aujourd'hui, si vous regardez les pays où il y a des zones de conflit, que ce soit la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Soudan, l'or de ces pays finit toujours à Dubaï. Donc Dubaï, oui, c'est vraiment la machine à laver, entre guillemets, de l'or problématique africain issu trop souvent de zones de conflit. D'autant que personne ne sait exactement combien de raffineries opèrent à Dubaï. Certaines personnes nous disaient non, mais qu'est-ce que vous allez enquêter aux Émirats arabes unis, c'est de toute façon juste de l'or recyclé. Et le problème de l'or recyclé, c'est que ça englobe tout. Ça peut être de l'or des nazis, ça peut être de l'or issu d'un trésor de 200 ans, ou ça peut être de l'or qui était aux mains d'une mine d'un groupe djihadiste il y a à peine moins d'une semaine. En 2019, un rapport de l'ONU critiquait déjà l'inaction des responsables de Dubaï face à l'or de contrebande. 3 ans plus tard, le GAFI, organisme intergouvernemental contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, plaçait Dubaï sur leur liste grise. Pour couper court aux critiques qui se multiplient, les autorités émiraties ont promis d'instaurer à partir de janvier 2023 des certificats de provenance. En Afrique du Sud, le procès des passeurs malgaches et de la société Sky Gold n'est pas terminé. Presque 2 ans d'enquête et personne n'est capable de savoir d'où viennent exactement les lingots. Plus de 40 millions de mineurs artisanaux vivent du commerce de l'or, beaucoup du commerce illégal. Le trafic illicite occupe aujourd'hui les polices du monde entier, car du Mali à la Russie, l'or est l'une des sources privilégiées du financement des conflits.